Unité 01, entrez dans la maison et trouvez l'artefact. Oui, administrateur. Vive Artopolis. Seul le toit, être de métal. Je suis le guide de l'univers Lovecraftien. Avec cet artefact, tu m'as appelé. C'est maintenant à moi de te montrer les sombres secrets de l'auteur malade. La plus grande force de l'œuvre de Lovecraft est d'écrire ses nouvelles et romans sous une forme proche du témoignage, ce qui permet de rendre cet univers cohérent et particulièrement inquiétant. Et s'il y a bien une de ces histoires qui représente le mieux cette idée, c'est celle des montagnes hallucinées. Le récit revient sur la découverte par des scientifiques d'un secret qui bouleversa le monde. Ils mettent à jour des fossiles de créatures indescriptibles venues d'un autre monde. Cette découverte les mènera vers un destin funeste. Lovecraft va se servir du vocabulaire et des découvertes scientifiques pour instaurer un climat très particulier. Nous sommes presque en face d'un relevé scientifique de l'époque qui aurait mal tourné. Mais l'auteur va plus loin. Avec cette œuvre, il élargit définitivement son mythe et lui offre une valeur archéologique et une valeur historique. Et une histoire pareille ne pouvait que marquer l'histoire, dont celle du cinéma. En effet, l'histoire qui découle de l'œuvre de Lovecraft a indéniablement changé le cinéma. Ce dernier l'a digéré et a donné naissance à de multiples réadaptations du mythe, dont une tentative d'adaptation officielle non aboutie à ce jour. Au fur et à mesure de cet épisode, nous verrons plusieurs formes d'histoires tirées de la base narrative imaginée par Lovecraft, et une modernisation de son mythe par divers artistes. Cependant,
certaines de ces œuvres n'ont pas eu confirmation de cette démarche par leur créateur. Je vais donc engager par certains moments une démarche purement spéculative. Mais avant tout, s'il y a bien un projet d'adaptation de l'œuvre dont il faut parler, c'est celui de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro est un des réalisateurs les plus foisonnants de notre époque, et un des rares à savoir intégrer le fantastique à l'écran et en faire ressortir une démarche purement personnelle et unique. Mais c'est aussi un homme qui avait déjà fait apparaître dans certaines de ses œuvres des créatures Lovecraftiennes. En effet, une certaine créature apparaissant à la fin de Hellboy 1 évoque sans aucun doute un grand ancien. Il n'est donc pas étonnant qu'au final Del Toro s'attaque à une des œuvres les plus incroyables de Lovecraft, les montagnes hallucinées. Mais le film aura du mal à exister, et se fera enterrer avec une révélation du réalisateur qui affirmait que le film Prometheus réalisé par Ridley Scott, qui était en tournage à ce moment, était trop proche de son film. Ce qui n'est pas anodin puisque l'imaginaire d'Alien puise au final dans celui de Lovecraft. Le projet de Del Toro se fait toujours attendre. Peut-être qu'un jour cette adaptation se fera, surtout avec la consécration récente de l'auteur avec La forme de l'eau aux Oscars. Dans cet épisode, il s'agira surtout de revenir sur ces adaptations non officielles de l'histoire de Lovecraft. S'il y a bien une saga d'une densité indéfinissable qui propose un imaginaire Lovecraftien et unique à la fois, c'est celle d'Alien. En effet, projet assez dingue à l'époque, Alien plonge dans l'imaginaire torturé de l'auteur en faisant ressortir toute son essence. La saga Alien débute avec Alien le 8e passager, réalisé par Ridley Scott. Un film qui redéfinira l'histoire du cinéma, et d'ailleurs sa réussite n'est pas anodine, puisque ce projet a réuni la fabuleuse équipe d'artistes qui avaient travaillé sur le fameux Dune avorté de Jodorowsky. En effet, sur Alien, on retrouve Dan O'Bannon, qui a écrit le scénario, Moebius, qui a dessiné certains éléments du film, comme le premier visuel du vaisseau et aussi les combinaisons spatiales, mais surtout Alien est la consécration d'Hans Ruedi Giger, qui donnera naissance à l'Alien et une bonne grosse partie de l'imaginaire du film. Il est important de rappeler aussi que le recueil d'œuvres qui a séduit Scott et qui l'a poussé à prendre Giger pour la production du film s'intitule Necronomicon, en hommage à cet ouvrage imaginaire pensé par Lovecraft. On pourrait même penser que Giger est un genre de Lovecraft moderne, avec son propre style. Mais Alien est aussi une adaptation discrète des montagnes hallucinées de Lovecraft. En effet, le scénario du film reprend certains éléments de l'histoire du livre, comme par exemple le fait que ce soit un groupe de personnages confrontés à des ruines anciennes, ici le vaisseau abandonné sur LV-426, qui trouveront le cadavre fossilisé d'un être qui dépasse le champ des possibles, possédant presque la carrure d'un dieu, comme les cadavres d'anciens découverts par les scientifiques dans la neige. Un autre élément est l'alien, qui pourrait rappeler le Shoggoth, qui terrifie les scientifiques dans le livre. Même si les deux créatures n'ont pas les mêmes caractères physiques, leur impact reste le même. Elles proviennent toutes les deux d'un univers dense et monstrueux, d'un monde caché. Ensuite vient Prometheus, sorti en 2012. Il s'agit du préquel de l'histoire développée par le premier Alien. Réalisé à nouveau par Ridley Scott, le film propose de revenir sur l'origine de l'être fossilisé aperçu dans le vaisseau abandonné. Il s'agira aussi de l'ultime déclaration d'amour à l'art de Giger, ce dernier ayant eu une profonde influence sur l'esthétique du film, un dernier moment de grâce avant sa disparition le 12 mai 2014. Et revenir sur Prometheus est nécessaire, car en effet, il s'agit de l'œuvre la plus proche du roman de Lovecraft, car Prometheus est avant tout une ultime déclaration d'amour à l'imaginaire Lovecraftien. Prometheus s'ouvre sur une séquence qui justifie son titre. Un être immense s'avance vers une chute d'eau et observe un grand vaisseau s'éloigner. Il boit alors un liquide qui se met à le désintégrer. On assiste à une pure séquence de torture physique et de souffrance. C'est ainsi que par cette destruction, cet étrange être donne naissance à la vie. Une destruction
dont on obtient l'humanité. Il s'agit donc d'une introduction lourde de sens qui reprend le mythe de Prométhée. Les éléments qui sont en commun avec les montagnes hallucinées sont nombreux. En effet, le scénario de Prométhéeus raconte l'arrivée de scientifiques sur une planète où résideraient les créateurs de l'humanité, appelés les ingénieurs. Or, ils se rendront compte que la planète est vide et se retrouveront face à des cadavres de ces êtres fantasmés et seront donc exposés à de multiples dangers. Il nous fallait bien nous accrocher à quelques notions ordinaires pour tenir. Tandis que nous balayions du regard ce plateau sans limite, usé par les tempêtes, et découvrions le labyrinthe sans fin de masses pierreuses colossales, régulières et géométriquement rythmiques, qui lançaient leurs crêtes et leurs pics mités sur une couche glaciaire épaisse de 10 à 12 mètres au maximum, et par endroits bien plus minces. La structure en ruine imaginée par Giger, qui rappelle étrangement son projet avorté pour le Dune de Jodorowsky, offre cette impression d'être sortie de la tête de Lovecraft. Ces fameuses cités abandonnées au-delà des montagnes noires de l'Antarctique, au point de représenter son intérieur comme un dédale de couloirs qui provoqueront le malaise des scientifiques qui finiront par s'y perdre. Un autre élément important est toute la théorie des anciens astronautes qui en découle, qui à mes yeux, encore une fois, relève plus de l'œuvre de Lovecraft avec l'idée que l'humanité aurait été créée par de malfaisantes entités qui se prennent pour des dieux, dont l'ambition trop protubérante les aurait menés à leur perte. Prométhéeus fourmille de références cachées au livre de Lovecraft. Je pense aussi à cette fameuse huile noire qui pourrait représenter le fameux Shoggoth, cet être informe sans fin. Prométhéeus a été mal reçu, mais faire l'impasse sur la qualité de son esthétique qui lui donne un tout autre sens et son imaginaire Lovecraftien représenté avec un certain respect est dommage. Car ce qui ressort de Prométhéeus est un film imparfait, parfois agaçant, mais qui est au final une œuvre qui tente de représenter un univers encore trop marginalisé et propose une extension du style de Giger. Ensuite vient Alien Covenant, sorti en 2017 et toujours réalisé par Ridley Scott. Ici, Scott propose une suite directe à Prométhéeus et montre qu'encore une fois, l'histoire se répète, mais d'une autre manière. Ici, c'est carrément un complément aux montagnes hallucinées que nous offre le réalisateur, en proposant une catastrophe pompéienne qui pourrait presque expliquer la mort des anciens dans le roman de Lovecraft. Avec ce film, Scott reprend les grandes lignes du roman pour en faire une extension et fusionner les mythes. Il y a aussi le sympathique Alien vs Predator, qui reprend aussi les grandes lignes du roman, sans pourtant chercher à les surpasser. Ici, l'idée apparaît plus comme un prétexte pour s'inscrire dans l'univers d'Alien. Au final, ces trois films de la saga Alien ne font pas que reprendre l'histoire de base du roman de Lovecraft, mais proposent une nouvelle version, une nouvelle mythologie représentée par un artiste qui pourrait apparaître comme le fils spirituel de l'auteur. Alien n'est pas une adaptation, c'est une nouvelle histoire qui a su comprendre l'essence d'une mythologie. Vient alors une œuvre mystérieuse qui propose une autre vision tout aussi fascinante. Comment ne pas pouvoir nommer l'œuvre de John Carpenter? Car à mes yeux, il s'agit du film qui se rapproche le plus du roman de Lovecraft. En effet, j'y retrouve ici toute cette ambiance mystérieuse, comme pour Alien, mais d'une manière différente et tout autant mystérieuse. Mais qui est John Carpenter? Ce serait un peu prétentieux de ma part de revenir sur cet artiste de renom. Il suffit juste d'observer sa filmographie ultra éclectique, mais remplie de monuments du 7e art, pour comprendre qui il est. The Thing est un film sorti en 1982 et s'inscrit dans une trilogie imaginée par Carpenter, appelée la trilogie de l'Apocalypse. Même si au final, cela se rapprocherait plus d'une quadrilogie avec Cigarette Burns. Et en effet, la trilogie de l'Apocalypse
est, dans son univers et ses thématiques abordées, entièrement dédié à l'œuvre de Lovecraft. Il suffit en effet de voir Prince des Ténèbres ou encore L'Antre de la Folie pour y voir la mythologie de Lovecraft revisitée et réactualisée de manière magistrale par Carpenter. Et The Thing en fait indéniablement partie. À l'origine, The Thing est un remake de La Chose d'un autre monde, scénarisé par Howard Hawks, qui est un des réalisateurs favoris de Carpenter. Mais ces deux œuvres sont surtout des adaptations de la nouvelle de John W. Campbell, La Bête d'un autre monde. Cette nouvelle, écrite en 1938, traite de la question de l'identité à travers le récit d'une équipe de scientifiques confrontés à la menace invisible d'un être qui dépasse toute conception possible, d'un être au-dessus de tout. Dans le premier film, la créature a une forme humanoïde, donc facilement identifiable. Or Carpenter, lui, ira plus loin en donnant un caractère abstrait à sa créature, ce qui en fait un être fascinant et terrifiant. Mais ce qui ressort indéniablement du film de Carpenter est qu'il s'agit d'une réadaptation des Montagnes hallucinées d'Howard Philip Lovecraft. Au-delà de simplement reprendre le cadre glacial du livre, le film se permet de reprendre la même idée de confrontation à une créature issue d'un sombre passé, sortie d'une ruine, qui sera ici le vaisseau de la chose. La seule thématique qui passe à la trappe est au final l'idée que la créature est liée à l'origine de l'humanité. Mais tout ce qui reste du livre est présent. La folie, la peur de l'inconcevable est bel et bien présente avec cette idée que la chose est indétectable. Très vite, un climat de paranoïa s'installe dans le film, ce qui participe à rendre terrifiante la créature. La créature du film se rapproche d'ailleurs du Shoggoth du livre, qui va terrasser tel un cauchemar sorti de nulle part les scientifiques qui ont pénétré la cité abandonnée. La chose se rapproche exactement de la manière à laquelle j'aurais pu imaginer l'apparence du Shoggoth. Même le râle de la créature dans le film me fait ressentir cette terreur vécue avec le livre lors de l'apparition de la créature. Des images sculptées de ces Shoggoths nous remplissaient, Danforth et moi, d'horreur et de dégoût. C'était dans leur état normal des entités sans forme, composées d'une gelée visqueuse qui ressemblait à des bulles agglutinées, constituant une sphère d'un diamètre moyen de 5 mètres. Ils étaient cependant susceptibles de changer constamment de forme et de volume, capables de développer temporairement ou de fabriquer des organes apparents pour la vue, l'ouïe et la parole, à l'imitation de leur maître, soit spontanément, soit sous hypnose. Ce que propose Carpenter avec ce film va au-delà d'une simple adaptation du livre. Comme pour Alien, il s'agit d'une remodernisation du mythe proposé par Lovecraft en insufflant dans le récit une dimension et des thématiques modernes, comme la paranoïa liée à la guerre froide. Au final, Carpenter se sert du matériau de base pour y insuffler sa personnalité. The Thing est indéniablement un film fascinant qui offre une dimension supplémentaire à celle du livre de Lovecraft. La Hammer est emblématique. À l'origine du regain du cinéma de genre à son époque, la maison de production britannique a produit plusieurs grands films issus de personnages incontournables de la littérature d'horreur, comme Dracula ou encore Frankenstein. Mais la Hammer est aussi connue pour avoir créé des films originaux, dont la saga Quatermass, dont le personnage principal, Bernard Quatermass, est issu de plusieurs séries créées par la BBC. Lancé par le film Le Monstre, sorti en 1955, et le deuxième volet, en 1957, intitulé La Marque. Le troisième volet, Les Monstres de l'espace ou Quatermass and the Pit, est sorti en 1967. Le film revient sur la découverte lors d'un chantier d'une étrange capsule entourée d'ossements et d'éléments datant de la préhistoire. C'est alors que l'on fait appel à Quatermass pour étudier la structure venue des temps anciens. La trilogie Quatermass s'inspire énormément de l'imaginaire Lovecraftien, comme avec le dénouement de La Marque, où d'étranges créatures de chair d'une taille impressionnante menacent ses protagonistes, ou encore la créature aperçue dans Le Monstre. Et c'est dans Quatermass and the Pit, adapté d'un épisode de la série originale, que la patte de Lovecraft est la plus présente. En effet, une épave venue des temps anciens qui entoura les protagonistes rappelle encore une fois une des thématiques majeures des Montagnes hallucinées.
L'avènement d'entités cosmiques qui dépassent les conceptions humaines est une thématique utilisée dans le film au point de faire partir le film vers un but largement différent de celui du roman. Dans le film, les êtres venus d'un autre monde sont au final des fantômes qui posséderont les hommes et les annihileront au point de faire finir le film sur une mauvaise note, sur un apocalypse rappelant la place de l'homme dans l'univers. Une fin qui évoque celle des montagnes hallucinées teintée de pessimisme. Le film marquera Carpenter, qui s'en inspirera pour sa trilogie de l'Apocalypse, et citera ce dernier à plusieurs reprises. Ils étaient ceux qui avaient créé et asservi cette vie, et étaient sans aucun doute à l'origine de ces diaboliques mythes primordiaux dont des livres comme les manuscrits pnacotiques et le Necronomicon témoignent d'un tel effroi. C'étaient eux, ces grands anciens, qui étaient descendus depuis les étoiles dans la première jeunesse de la Terre, ces êtres dont une évolution étrangère avait formé la substance et dont jamais cette planète n'aurait engendré les pouvoirs. Le film de Hammer est une autre variante d'un univers, car le livre de Lovecraft est plus qu'un simple tas de papier, c'est un mythe. Le fait de voir tant de réadaptations et non d'adaptations officielles des montagnes hallucinées fait prendre conscience d'une chose. L'œuvre de Lovecraft est intemporelle et relève même du mythe. Car Lovecraft, avec son œuvre de manière globale, a su tirer parti des anciens mythes, de l'imagination de ses prédécesseurs, et d'en faire un univers mental et une cosmogonie sans fin. Le fait de mettre ces œuvres en commun prouve une chose. Il existe une communion des œuvres entre elles et qui n'empêche pas l'originalité de celles-ci. Certes, peut-être que ces films n'ont pas forcément pour intention première d'être des adaptations des montagnes hallucinées, mais il est évident qu'elles puisent dans les thématiques développées dans le livre. Comme j'ai pu le développer, il y a une forme de peur face à la confrontation de l'horreur passée chez les personnages de ces films. Une horreur qui dépasse l'homme et rappelle son caractère de fourmi perdu dans un amas sans fin. L'œuvre de Lovecraft est au final d'une densité impressionnante, et ne repose pas que sur l'univers développé par les montagnes hallucinées. Ce dernier est un rouage d'une fascinante machine qui ne cessera de fonctionner. Oh Lovecraft, ton monde est grand, ton mythe est attachant. Dans les ténèbres, elle se cache, l'imagination ardente. De son feu naîtra l'événement. C'est ainsi que se termine mon histoire. Si tu as besoin de moi, tu as toujours le cube. À bientôt. Artopolis, c'est fini. À bientôt, citoyens.